Colombiana, 2011, n'est pas seulement un film d'action centré sur la vengeance. Dès ses premières minutes, le film installe une atmosphère lourde, presque étouffante, où chaque image semble porter le poids d'un destin déjà écrit. L'histoire ne commence pas avec une héroïne forte, mais avec une enfant, fragile, exposée à un monde brutal qui ne lui laisse aucun espace pour l'innocence. Le point de départ du récit est simple, mais émotionnellement destructeur. Une famille brisée par la violence du crime organisé. Cette violence n'est pas stylisée au début, elle est rapide, brutale, et surtout irréversible. C'est dans cet instant précis que le film installe sa base narrative, la perte comme origine de l'identité future. Cataleya, encore enfant, devient le témoin direct de la destruction de son monde. Et ce détail est fondamental, car elle ne se contente pas de perdre ses parents, elle voit, elle comprend, et elle survit. Cette survie change tout. Elle ne devient pas simplement une orpheline, elle devient une mémoire vivante de la violence. À partir de ce moment, le film bascule dans une logique différente. L'enfance n'est plus une phase de croissance normale, mais une transition forcée vers un état de survie permanente. Le traumatisme devient le moteur principal de son existence future. Ce n'est pas un choix, c'est une conséquence. Cataleya est ensuite entraînée dans un environnement totalement opposé à celui de son enfance. Elle est envoyée chez son oncle, Emilio, une figure liée au monde criminel, mais qui va paradoxalement jouer un rôle protecteur et formateur. Ce contraste est important. La violence ne disparaît pas, elle change simplement de forme. Chez Emilio, Cataleya apprend une vérité fondamentale du monde dans lequel elle évolue désormais. La survie ne dépend pas de l'émotion, mais de la discipline. Chaque geste, chaque décision, chaque apprentissage devient une brique dans la construction d'une identité future entièrement orientée vers un objectif unique. Ce qui distingue Colombiana de nombreux films de vengeance classiques, c'est la manière dont le film prend le temps de construire cette transformation. On ne voit pas immédiatement une tueuse expérimentée. On voit une évolution progressive, froide, méthodique, presque silencieuse. Cataleya ne parle pas beaucoup. Et ce silence n'est pas un manque d'écriture, mais un choix narratif. Le film utilise le silence comme un langage. Un langage qui exprime ce que les mots ne peuvent plus contenir après un traumatisme aussi profond. Très tôt, elle développe une idée fixe, la justice personnelle. Mais cette justice n'a rien de légal ou de moral dans le sens traditionnel. Elle est construite sur une logique interne, simple et absolue. Ceux qui ont détruit sa famille doivent disparaître. Cette idée devient le centre gravitationnel de toute son existence. Chaque entraînement, chaque compétence acquise, chaque mission future est orientée vers ce point unique. Le film transforme ainsi son parcours en ligne droite psychologique, sans véritable détour émotionnel. En parallèle, le film introduit une autre dimension importante, la double identité. Cataleya n'existe pas seulement comme une future tueuse. Elle existe aussi comme une personne qui doit survivre dans une société normale, même si elle n'en fait plus vraiment partie. Cette dualité est essentielle pour comprendre la tension interne du personnage. D'un côté, elle doit fonctionner dans le monde visible. De l'autre, elle prépare une existence dans l'ombre. Deux réalités qui ne peuvent jamais complètement coexister sans conflit. Le film installe également une idée subtile mais constante. La transformation n'est pas instantanée, elle est cumulative. Chaque année, chaque expérience, chaque perte supplémentaire ajoute une couche de détachement émotionnel. Ce détachement n'est pas présenté comme une force héroïque immédiate, mais comme une conséquence dangereuse. Plus Cataleya avance dans son chemin, plus elle s'éloigne de toute possibilité de vie normale. Et le film laisse planer cette question sans jamais la résoudre complètement. Visuellement, cette première partie utilise aussi un contraste fort entre l'innocence perdue et la réalité brute du monde adulte. Les couleurs, les environnements et les transitions temporelles participent à cette idée d'un passage forcé de l'enfance vers une existence adulte prématurée. Ce qui est intéressant dans Colombiana, c'est que le film ne cherche pas à glorifier cette transformation. Et elle ne présente pas la vengeance comme un accomplissement positif, mais comme une trajectoire inévitable. Une trajectoire qui consume progressivement tout ce qui pourrait ressembler à une vie normale. Et c'est ici que la base émotionnelle du film est posée. Une enfant devenue symbole de mémoire et de vengeance, non pas par choix, mais par rupture totale avec son passé. Après la perte initiale et le choc émotionnel qui définit son enfance, Colombiana entre dans sa phase la plus structurée, celle de la transformation.
Ce n'est plus seulement une histoire de traumatisme, mais une construction méthodique d'une identité entièrement tournée vers une seule finalité. Cataleya n'est plus simplement une enfant survivante. Elle devient un projet, un processus, une discipline. Et cette discipline est ce qui remplace progressivement toute forme d'émotion spontanée. Son apprentissage commence sous la direction de son oncle Emilio, mais très rapidement, le film élargit sa trajectoire. On comprend que sa formation ne repose pas uniquement sur la violence, mais sur la rigueur mentale. Elle apprend à contrôler ses réactions, à observer avant d'agir, et surtout à transformer ses émotions en outils plutôt qu'en faiblesse. Ce qui rend cette partie du film intéressante, c'est qu'elle ne montre pas une transformation magique ou instantanée. Il n'y a pas de basculement spectaculaire. Il y a une accumulation lente, presque silencieuse, où chaque compétence acquise devient une couche supplémentaire d'isolement. Cataleya apprend à se battre, à manipuler les situations, à survivre dans des environnements hostiles. Mais en parallèle, elle apprend aussi quelque chose de plus dangereux, l'effacement émotionnel. Le film suggère progressivement qu'en devenant efficace, elle perd aussi une partie de son humanité. Cette dualité est centrale. Plus elle devient compétente, plus elle devient distante. Et plus elle devient distante, plus son objectif devient clair, mais aussi plus son monde intérieur devient vide. Le film insiste beaucoup sur cette idée de routine et de répétition. L'entraînement n'est pas présenté comme un moment glorieux, mais comme un cycle constant. Chaque jour ressemble au précédent, chaque exercice renforce une logique simple. Survivre, contrôler, exécuter. À travers cette construction, Colombiana montre que la vengeance n'est pas un acte soudain, mais un état prolongé de préparation mentale. C'est une attente active, où le temps devient une arme autant qu'une contrainte. Avec les années, Cataleya développe une identité double. D'un côté, elle peut exister dans le monde normal, adopter des comportements sociaux, interagir avec des structures civiles. De l'autre, elle possède une identité cachée, entièrement construite pour un seul but. Cette dualité crée une tension permanente. Elle n'appartient pleinement à aucun monde. Le monde civil la limite, le monde criminel la définit. Et entre les deux, elle évolue comme une présence invisible. Le film introduit aussi une idée importante, la maîtrise du contrôle. Cataleya ne réagit pas, elle anticipe. Elle ne subit pas les situations, elle les calcule. Cette logique fait d'elle une figure presque froide, mais cette froideur n'est pas naturelle, elle est construite. Chaque compétence acquise est liée à une absence. Absence de famille, absence de sécurité, absence de futur normal. Le film transforme donc la formation en un processus de substitution. Ce qui est perdu est remplacé par une efficacité extrême. Visuellement et narrativement, cette phase est marquée par une réduction progressive du monde émotionnel. Les scènes deviennent plus fonctionnelles, plus directes, moins centrées sur les relations humaines et plus sur les actions. Mais ce choix narratif sert un objectif précis. Montrer que Cataleya ne devient pas une héroïne classique, mais une entité orientée vers un seul axe de fonctionnement. En grandissant, elle comprend que son existence ne peut pas être divisée entre vengeance et vie normale. Elle doit choisir implicitement une direction, et tout indique que ce choix a déjà été fait depuis longtemps, même sans être verbalement exprimé. Le film construit ainsi une idée subtile mais puissante. La transformation n'est pas un événement, c'est une trajectoire irréversible. Et dans cette trajectoire, chaque étape éloigne un peu plus Cataleya de ce qu'elle aurait pu devenir si son passé avait été différent. Lorsque Cataleya atteint l'âge adulte, le film change subtilement de tonalité. Nous quittons progressivement l'enfance traumatique et la phase d'entraînement pour entrer dans une réalité plus froide, plus organisée, où elle n'est plus une élève mais une opératrice pleinement fonctionnelle dans un monde invisible. C'est ici que Colombiana bascule définitivement dans une structure de thriller d'assassinat urbain. Chicago devient un point central dans cette nouvelle phase de sa vie. Mais ce Chicago n'est pas simplement une ville. Dans le film, c'est un espace à deux couches. La surface visible, ordinaire, quotidienne, et en dessous, un réseau invisible de connexions criminelles, de menaces et de transactions secrètes. Cataleya évolue uniquement dans cette seconde couche. Elle n'a plus de véritable identité sociale stable. Son existence officielle n'est qu'un masque temporaire, une interface minimale lui permettant de se déplacer dans le monde sans attirer l'attention. Mais sa véritable vie se déroule ailleurs, dans des espaces contrôlés, discrets, presque chirurgicaux.
Le film insiste fortement sur cette idée de disparition volontaire. Cataleya n'est pas une criminelle visible. Elle est une absence dans les systèmes. Une anomalie difficile à détecter. Chaque mouvement qu'elle effectue est calculé pour réduire toute trace, toute empreinte, toute possibilité de reconstruction de son identité réelle. Cette invisibilité n'est pas seulement tactique, elle devient existentielle. Plus elle réussit à disparaître, plus elle s'éloigne de toute forme de relation humaine normale. Elle ne construit pas une vie parallèle, elle remplace complètement une vie par une fonction. Dans cette phase, le film introduit aussi la notion de travail. Mais ce travail n'a rien de professionnel au sens classique. Il s'agit d'opérations ciblées, précises, où chaque action est exécutée avec une discipline presque mécanique. Cataleya ne tue pas dans le chaos. Elle exécute des séquences parfaitement maîtrisées. Ce qui distingue cette partie du film, c'est la froideur du processus. Il n'y a pas de colère visible. Il n'y a pas de doute apparent. Il y a une logique interne stricte, où chaque cible est une étape vers un objectif plus large. La vengeance n'est plus une émotion, elle devient une structure organisationnelle. Mais derrière cette efficacité, le film laisse apparaître une tension silencieuse. Cataleya vit dans un état de suspension émotionnelle permanente. Elle n'est ni complètement détachée, ni complètement engagée dans une vie humaine normale. Elle existe dans un entre-deux constant. Cette dualité se reflète aussi dans sa manière d'interagir avec le monde extérieur. Lorsqu'elle doit entrer en contact avec des individus non liés à son objectif, elle adopte une posture minimale, presque fonctionnelle. Chaque interaction est réduite à son utilité immédiate. Le film montre ainsi une transformation importante. Elle ne fait plus confiance aux relations humaines comme espace de construction personnelle. Les relations deviennent des outils, pas des liens. Cependant, ce monde de contrôle absolu commence progressivement à montrer ses limites. Car plus elle contrôle son environnement, plus elle doit aussi contrôler ses propres émotions, et cette discipline constante crée une pression interne invisible mais permanente. Chicago devient donc plus qu'un décor. C'est un champ de tension entre deux forces, le besoin de rester invisible et la nécessité de se rapprocher de sa cible finale. Chaque jour dans cette ville est une préparation silencieuse, une accumulation d'informations, une cartographie mentale d'un système qu'elle doit un jour détruire. Le film utilise aussi cette phase pour renforcer la notion de distance temporelle. La vengeance n'est pas immédiate. Elle est retardée, calculée, repoussée jusqu'à ce que toutes les conditions soient réunies. Ce retard crée une intensité particulière, car le spectateur comprend que rien n'est improvisé. Dans cette logique, Cataleya devient une figure presque algorithmique. Elle observe, elle collecte, elle attend. Mais contrairement à une machine, elle porte encore en elle les traces de son passé, même si elles ne sont jamais exprimées directement. C'est précisément cette tension entre humanité résiduelle et discipline absolue qui rend le personnage intéressant. Elle n'est pas totalement vidée d'émotions, mais elle les a enfermées dans une structure contrôlée. Et dans ce monde de l'ombre, cette structure est la seule chose qui la maintient fonctionnelle. À ce stade du récit, Colombiana cesse progressivement d'être une simple histoire personnelle pour devenir une opération systématique. Cataleya n'agit plus dans un vide émotionnel isolé, mais dans un écosystème criminel beaucoup plus large, structuré et profondément interconnecté. Ce que le film commence à révéler, c'est que la mort de ses parents n'était pas un événement isolé, mais une pièce dans une chaîne de pouvoir beaucoup plus vaste. Chaque cible qu'elle poursuit n'est pas simplement une personne responsable dans un sens direct, mais un maillon dans une hiérarchie invisible. Et cette hiérarchie transforme sa quête en une sorte de cartographie progressive du crime organisé. Elle ne cherche plus seulement des individus, elle reconstruit un système. Dans cette phase, le film devient presque méthodique dans sa narration. Chaque action de Cataleya correspond à une étape logique. Rien n'est laissé au hasard, et cette absence de hasard donne au récit une tonalité presque clinique. Elle observe, elle analyse, elle planifie, puis elle exécute. Mais entre chaque étape, il y a surtout du temps, un temps silencieux, rempli de préparation mentale. Ce qui est important ici, c'est que la vengeance n'est plus une impulsion. Elle devient une structure cognitive. Cataleya ne réagit plus à son passé, elle l'organise. Chaque mouvement vers une cible est basé sur une logique de connexion, de hiérarchie et de traçabilité. Le film insiste également sur le fait que ce monde criminel n'est pas chaotique. Il est organisé, presque bureaucratique dans sa logique interne.
Cela crée une opposition intéressante. D'un côté, Cataleya, solitaire, invisible, et de l'autre, des réseaux structurés, puissants, mais dépendants de leur propre complexité. Et dans cette opposition, elle devient une anomalie stratégique. Elle ne joue pas selon les règles du système, elle les contourne entièrement. Elle ne cherche pas à rivaliser avec lui, mais à le démanteler morceau par morceau. Chaque élimination devient donc une perturbation dans le réseau. Une rupture dans une chaîne d'information, de protection et de dépendance. Et c'est cette idée qui donne au film une dimension presque algorithmique, la vengeance comme déconstruction systémique. Mais derrière cette froide efficacité, le film laisse transparaître quelque chose de plus subtil, la pression interne de la continuité. Plus Cataleya avance, plus elle se rapproche du centre de ce système, et plus le risque augmente. Non seulement un risque physique, mais aussi un risque psychologique. Car chaque étape la rapproche aussi de ce moment initial qu'elle tente de dépasser sans jamais réellement l'abandonner. La mort de ses parents n'est pas seulement un point de départ, elle est un centre gravitationnel émotionnel qui continue d'attirer toutes ses décisions. Le film joue beaucoup sur cette idée de trajectoire irréversible. Cataleya ne peut pas simplement arrêter. Son identité est désormais définie par le mouvement vers la fin de cette mission. S'arrêter signifierait perdre une partie de son existence construite pendant des années. C'est ici que le récit devient plus tragique qu'il n'y paraît au premier regard. Ce n'est pas seulement une histoire de vengeance réussie ou échouée, c'est une histoire de dépendance identitaire à un objectif unique. Dans cette phase, Chicago et les autres environnements urbains ne sont plus seulement des espaces physiques. Ils deviennent des zones de convergence entre information, cibles et décisions. Chaque lieu est un point dans une carte mentale plus large que Cataleya maintient constamment dans sa mémoire. Le film montre également que cette précision a un coût. Le contrôle constant, la planification permanente, l'absence de spontanéité crée une tension silencieuse. Il n'y a plus de place pour l'erreur, mais il n'y a plus non plus de place pour la détente. Et dans ce système, même le moindre imprévu devient potentiellement dangereux. Chaque interaction non planifiée peut représenter une rupture dans la couverture qu'elle a construite autour de sa vie. Mais malgré cela, Cataleya continue d'avancer avec une détermination qui semble presque mécanique. Non pas parce qu'elle est insensible, mais parce que toute alternative a été éliminée psychologiquement depuis longtemps. Le film suggère ainsi que la vengeance n'est pas un choix continu, mais une décision initiale qui continue de produire ses conséquences longtemps après avoir été prise. Et dans cette logique, chaque nouvelle action n'est pas un nouveau choix, mais une continuation logique d'un choix déjà fait dans le passé. À mesure que l'histoire progresse vers son point de convergence finale, Colombiana adopte une structure de plus en plus tendue, où chaque séquence semble fonctionner comme un mécanisme parfaitement aligné vers une seule direction, la confrontation finale. Le film cesse progressivement d'être une série d'événements isolés pour devenir une trajectoire unique, irréversible, où toutes les lignes narratives commencent à converger. Cataleya, dans cette phase, n'est plus simplement une exécutante dans l'ombre. Elle devient une force silencieuse qui perturbe un système entier. Chaque action qu'elle a menée auparavant commence à produire des effets en cascade. Les structures criminelles qu'elle a ciblées ne sont plus stables. Elle commence à montrer des fissures, des incohérences, des ruptures internes. Mais plus ces structures s'effondrent, plus le danger augmente. Car dans un système basé sur la violence et le contrôle, toute déstabilisation provoque une réaction encore plus brutale. Le film installe ici une logique de contrepoids. Plus elle avance vers sa cible principale, plus le système qu'elle attaque devient agressif, imprévisible et désespéré. Ce qui rend cette partie particulièrement intense, c'est la sensation constante d'étau qui se resserre autour de Cataleya. Elle n'est plus seulement celle qui chasse, elle devient aussi celle qui est progressivement traquée. L'illusion d'invisibilité commence à se fissurer. Les réseaux qu'elle a perturbés commencent à relier les points entre eux. Et dans ce processus, le film introduit une tension essentielle, la possibilité d'erreur. Jusqu'ici, Cataleya a toujours fonctionné avec une précision presque absolue. Mais à mesure que les enjeux augmentent, la marge de sécurité diminue. Chaque décision devient plus critique, chaque mouvement plus risqué. Ce basculement transforme complètement l'atmosphère du récit. On passe d'une logique de contrôle à une logique de survie. Même si Cataleya reste méthodique, le monde autour d'elle devient de plus en plus instable. Le film joue aussi sur un contraste intéressant.
plus elle se rapproche de la vérité complète sur la mort de sa famille, plus son monde personnel devient vide. Il n'y a plus de nouveaux objectifs, seulement une accumulation de proximité avec la fin. Et cette proximité n'apporte pas de soulagement, mais une pression supplémentaire. Dans cette phase, la structure narrative commence à ressembler à une spirale descendante contrôlée. Chaque action la rapproche du centre, mais ce centre n'est pas une libération, c'est un point de rupture. Les figures restantes du réseau criminel comprennent progressivement qu'il ne s'agit plus d'incidents isolés, mais d'une attaque systématique. Cette prise de conscience déclenche une réaction en chaîne. Des protections sont activées, des alliances sont renforcées, et des mesures extrêmes sont mises en place pour tenter de neutraliser la menace invisible. Mais le film ne transforme jamais cela en guerre ouverte traditionnelle. Il conserve une approche fragmentée, presque chirurgicale. Cataleya ne se confronte pas directement à tout le système. Elle le démonte étape par étape, en ciblant ses points les plus vulnérables. C'est ici que le film souligne la différence entre force brute et intelligence stratégique. Les organisations criminelles réagissent avec puissance, mais Cataleya agit avec précision. Et dans ce déséquilibre, la précision devient plus dangereuse que la force. Cependant, cette efficacité a un coût psychologique implicite. Le film laisse comprendre que plus elle se rapproche de la fin, plus elle est enfermée dans son propre rôle. Il n'y a plus de retour possible vers une identité alternative. Le personnage est devenu entièrement défini par sa mission. Même les moments de silence deviennent lourds. Ils ne représentent plus des pauses, mais des espaces de tension accumulés. Chaque respiration semble faire partie d'un compte à rebours invisible. Et dans ce climat, la confrontation finale n'est plus une surprise narrative, mais une nécessité structurelle. Tout dans le film pousse vers ce point. Les actions passées, les conséquences accumulées, les réactions du système, et même l'évolution psychologique de Cataleya. Ce qui reste encore inconnu à ce stade, ce n'est pas si la confrontation va arriver, mais comment elle va se dérouler, et surtout ce qu'il restera après. Car Colombiana ne construit pas seulement une vengeance. Il construit une transformation complète, où la fin de la mission pourrait aussi signifier la fin de l'identité qu'il a portée pendant des années. À ce stade de l'histoire, Colombiana entre dans une zone narrative où le temps semble se contracter. Chaque événement paraît plus proche, plus dense, comme si le film lui-même compressait ses propres étapes pour accélérer la convergence vers un point final inévitable. Cataleya n'est plus dans une progression linéaire, elle est dans une proximité directe avec la source de tout son parcours. Le monde autour d'elle change subtilement de texture. Ce qui était autrefois fragmenté devient identifiable. Les connexions entre les différents niveaux du réseau criminel ne sont plus floues. Elles deviennent visibles, presque logiques. Le film donne progressivement au spectateur une carte mentale complète de ce système, comme si toutes les pièces du puzzle commençaient enfin à s'aligner. Mais cette clarté n'apporte pas de soulagement. Au contraire, elle intensifie la pression. Car plus la structure devient visible, plus sa destruction finale semble lourde de conséquences. Cataleya, dans cette phase, agit avec une précision encore plus froide. Mais cette froideur n'est plus seulement une stratégie, elle devient une nécessité. Le film suggère que l'émotion, même minimale, pourrait compromettre l'équilibre fragile de tout ce qu'elle a construit. Chaque décision doit être prise sans hésitation, sans surcharge mentale, sans distraction. Cependant, ce contrôle extrême commence aussi à révéler une limite invisible, l'usure interne. Même si le film ne la verbalise jamais directement, on sent que chaque nouvelle étape coûte quelque chose. Pas physiquement seulement, mais dans la continuité de son identité. Elle est devenue une structure entièrement orientée vers une seule finalité. Et plus cette finalité approche, plus cette structure devient tendue, presque instable. Le film joue beaucoup sur cette idée de dernier espace intermédiaire. Cataleya n'est pas encore arrivée au point final, mais elle n'est plus dans le processus initial non plus. Elle est dans une zone de transition où tout devient définitif. Chaque action prend une valeur finale, irréversible. Dans le même temps, les forces opposées se réorganisent. Réorganisent. Le réseau criminel comprend maintenant qu'il ne s'agit pas d'une série d'incidents isolés, mais d'une offensive structurée. Cette prise de conscience transforme leurs réactions. Ils ne réagissent plus avec arrogance ou ignorance, mais avec une forme de panique organisée. Et cette panique change la dynamique globale. Les systèmes de protection deviennent plus agressifs,
les décisions plus rapides, mais aussi plus désespérées. Le film montre ainsi une montée parallèle des deux côtés. Cataleya gagne en proximité avec sa cible, tandis que le système gagne en intensité défensive. Mais contrairement à un conflit classique, ce déséquilibre n'est pas symétrique. Cataleya ne dépend pas de la structure du système pour agir. Elle est autonome, mobile, imprévisible. Et cette indépendance est ce qui rend la confrontation finale presque inévitable. Dans cette phase, le film réduit également les espaces de vie normales. Les moments qui pourraient rappeler une existence civile deviennent rares, presque symboliques. Tout est désormais orienté vers un seul axe narratif. La vie parallèle de Cataleya disparaît progressivement de l'écran narratif. Ce retrait progressif de la normalité crée une sensation étrange. Plus le film avance, plus il devient concentré. Comme si toute la structure du récit se rétractait vers un noyau unique. Et dans ce noyau, il n'y a plus de multiplicité d'objectifs. Il n'y a qu'une seule direction. Mais ce qui rend cette phase particulièrement importante, c'est que le film ne présente pas encore la fin. Il installe une attente prolongée, une tension suspendue, où le spectateur sait que tout est prêt, mais rien n'a encore été déclenché. C'est dans cette suspension que réside la force émotionnelle de cette partie. Car l'anticipation devient presque plus lourde que l'action elle-même. Chaque instant semble être le dernier avant quelque chose d'irréversible. Cataleya, elle, continue d'avancer dans cette logique sans rupture visible. Mais le film laisse comprendre que cette continuité n'est plus totalement naturelle. Elle est maintenue par une discipline intérieure extrême, presque automatique. Et dans ce silence narratif avant la tempête, le film atteint une forme de stabilité paradoxale. Tout est en place pour la fin, mais la fin n'a pas encore commencé. Lorsque le film atteint enfin son point de rupture, Colombiana abandonne toute sensation d'attente prolongée et entre dans une logique de résolution directe. Mais cette résolution n'est pas simplement un affrontement physique ou une conclusion narrative classique. C'est la matérialisation de tout ce qui a été construit depuis le début du récit. Cataleya arrive au centre du réseau qu'elle a démantelé pièce par pièce. Chaque action précédente n'était pas une victoire isolée, mais une étape vers ce moment précis. Le film rend alors visible la structure complète de sa trajectoire. Une ligne droite émotionnelle construite sur des années de préparation, de silence et de détermination. Mais au moment où la confrontation finale devient réelle, quelque chose change dans la perception même de sa mission. Ce qui était autrefois une force motrice claire, la vengeance, commence à se dissoudre dans sa propre réalisation. Le film ne présente pas ce moment comme une explosion spectaculaire immédiate. Il le construit comme une tension prolongée, presque silencieuse, où chaque seconde devient plus lourde que la précédente. Il n'y a plus de doute sur ce qui doit arriver, mais il y a une distance étrange entre l'objectif et la sensation de sa signification réelle. Lorsque Cataleya entre dans la phase finale de confrontation, elle n'est plus seulement face à des individus. Elle est face à l'ensemble de ce qu'elle a construit mentalement depuis son enfance. Le film transforme ce moment en un miroir inversé. Elle ne regarde plus uniquement ses ennemis, elle se regarde aussi à travers eux. Et c'est là que la dimension la plus importante du film apparaît enfin clairement. La vengeance, une fois accomplie, ne ramène rien. Elle ne reconstruit pas le passé, elle ne répare pas la perte initiale. Elle ne fait que fermer une boucle. La confrontation elle-même est brutale, rapide, mais extrêmement ciblée. Fidèle à tout ce que le film a construit, elle n'est pas chaotique. Elle est méthodique. Chaque action est exécutée avec une précision qui reflète des années de discipline, de calcul et de préparation. Mais au moment où les derniers obstacles sont éliminés, le film ne s'arrête pas sur une victoire triomphante. Il s'arrête sur un silence. Un silence lourd, presque vide. Car ce silence est le véritable point final du récit. Cataleya obtient ce qu'elle cherchait depuis le début, mais le film refuse de présenter cela comme une libération émotionnelle totale. Au contraire, il montre quelque chose de plus complexe, l'absence de transformation immédiate après l'accomplissement d'un objectif qui a défini toute une vie. Ce que le film met en avant ici, c'est une vérité froide. Lorsque la raison d'exister est entièrement construite autour d'un seul but, atteindre ce but ne garantit pas une reconstruction de soi. Cela crée plutôt une absence. Et cette absence est ce que Cataleya doit maintenant affronter. Dans les derniers instants, le film revient subtilement à l'idée centrale de son identité. Elle n'a jamais été simplement une enfant, ni simplement une assassin.
Elle était un mouvement continu entre deux états, toujours en transition, toujours en tension. Et maintenant que le mouvement touche à sa fin, il reste une question silencieuse. Que devient une vie lorsqu'elle n'a plus de direction unique? Le film ne donne pas de réponse simple. Il ne transforme pas Cataleya en symbole de rédemption parfaite, ni en figure tragique complètement détruite. Il la laisse dans un espace plus réaliste, plus ambigu, où l'avenir existe mais n'est plus défini par la vengeance. Ce choix narratif donne à Colombiana une conclusion plus humaine que spectaculaire. Car la vraie fin n'est pas la violence de la confrontation, mais le moment qui suit celui où le moteur principal de toute une existence disparaît. Et dans ce vide, le film laisse une impression durable. La vengeance peut fermer une histoire, mais elle ne garantit jamais ce qui vient après. Si tu veux, je peux maintenant te faire. Après la disparition du dernier point de résistance dans le réseau criminel, le film entre dans une zone totalement différente de narration. Ce n'est plus la tension, ni la chasse, ni même la confrontation. C'est l'après. Un espace que le récit n'avait jusqu'ici jamais vraiment exploré. Celui où la mission est terminée, mais où la vie ne s'est pas encore reconstruite. Cataleya se retrouve dans un monde qui, extérieurement, continue de fonctionner normalement. Les rues, les villes, les gens, tout suit son cours habituel. Mais pour elle, quelque chose a fondamentalement changé. Ce changement n'est pas visible de l'extérieur, mais il est total à l'intérieur. Pendant des années, chaque décision, chaque mouvement, chaque respiration était orientée vers un seul point final. Et maintenant que ce point est atteint, il n'y a plus de direction automatique. Le film ne montre pas un vide dramatique, mais un vide structurel comme si une architecture mentale entière venait de perdre son fondement. Ce qui devient évident dans cet épilogue, c'est que la vengeance n'était pas seulement un objectif. Elle était une structure de survie psychologique. Une manière de donner un sens continu à une existence fragmentée depuis l'enfance. Et maintenant que cette structure disparaît, Cataleya doit faire face à quelque chose de plus complexe que ses ennemis, l'absence de rôle défini. Le film ne la transforme pas immédiatement. Il ne propose pas une réinvention rapide, ni une réintégration facile dans une vie normale. Au contraire, il laisse le temps exister dans sa forme la plus simple et la plus silencieuse. Chaque instant semble plus long, comme si la narration elle-même hésitait à continuer. Dans ce silence, le spectateur comprend progressivement que la fin de la mission ne signifie pas automatiquement la fin du passé. Les souvenirs, les pertes, les années de préparation, tout cela ne disparaît pas avec l'accomplissement de la vengeance. Cela reste, mais sans objectif futur pour les organiser. Cataleya devient alors une figure suspendue. Ni complètement libérée, ni complètement enfermée dans son passé. Elle existe dans un espace intermédiaire où l'identité doit être redéfinie sans pression immédiate. Le film suggère aussi quelque chose de subtil mais important. Ce type de transformation ne peut pas être instantané. Il ne peut pas être résolu en une seule scène ou un seul moment émotionnel. C'est un processus lent, presque invisible, qui commence seulement après la fin officielle de l'histoire. Et dans ce choix narratif, Colombiana refuse une conclusion simpliste. Il ne présente pas la vengeance comme une solution totale. Il la présente comme une trajectoire qui se termine, mais qui laisse derrière elle une question ouverte. Ce qui reste, ce n'est pas une victoire éclatante. C'est une conscience silencieuse, celle que toute une vie peut être construite autour d'un seul objectif, et que cet objectif, une fois atteint, ne fournit pas automatiquement une nouvelle direction. Le film se termine ainsi dans une tonalité sobre, presque minimaliste. Pas de grande explication finale, pas de fermeture émotionnelle excessive. Juste une continuité du monde, et une rupture interne chez un seul individu. Et dans cette rupture, Colombiana laisse son message le plus profond. La vengeance peut transformer une histoire, mais elle ne garantit jamais ce qui vient après l'histoire. L'histoire de Colombiana débute dans les rues dangereuses de Bogota en 1992. Au cœur de cette ville marquée par la violence des cartels et la corruption, vit une jeune fille nommée Cataleya Restrepo. Malgré son jeune âge, Cataleya possède déjà une personnalité forte, un esprit vif et une détermination inhabituelle. Elle vit avec ses parents qui tentent de mener une vie relativement normale malgré les menaces constantes qui les entourent. Son père, Fabio Restrepo, est impliqué dans des affaires criminelles liées à un puissant cartel, mais il commence à comprendre que son association avec des hommes dangereux met sa famille en péril.
Lorsqu'il décide de couper les liens avec ses anciens partenaires criminels et de collaborer avec les autorités, il signe sans le savoir son arrêt de mort. Un jour, Fabio découvre que le cartel a appris sa trahison. Comprenant que le temps lui est compté, il rentre précipitamment chez lui pour prévenir sa famille. La peur est visible sur son visage. Il sait que les hommes qui viennent pour lui ne laisseront aucun témoin derrière eux. Malgré l'urgence de la situation, il reste concentré sur un seul objectif, sauver sa fille. Avant que les assassins n'arrivent, il remet à Cataleya une petite puce contenant des informations sensibles et lui donne des instructions précises pour rejoindre un membre de sa famille vivant aux États-Unis. Quelques instants plus tard, les tueurs pénètrent dans la maison. La scène qui suit est brutale et tragique. Les assassins exécutent froidement les parents de Cataleya sous ses yeux. Cachée puis poursuivie à travers les rues de Bogota, la jeune fille parvient miraculeusement à échapper à ceux qui veulent également la tuer. Cette séquence constitue l'un des moments les plus importants du film car elle forge définitivement la personnalité de Cataleya. À cet instant précis, l'enfance disparaît de sa vie. Le traumatisme, la douleur et le désir de vengeance deviennent les forces qui guideront chacune de ses décisions futures. Après une fuite spectaculaire à travers la ville, Cataleya réussit à atteindre l'ambassade américaine grâce aux informations laissées par son père. Elle finit par rejoindre les États-Unis où elle est accueillie par son oncle Emilio, installé à Chicago. Emilio mène une existence discrète mais cache en réalité des activités criminelles liées à la pègre locale. Lorsqu'il rencontre sa nièce pour la première fois après le drame, il découvre une enfant profondément marquée par la tragédie. Cependant, il remarque également quelque chose d'inquiétant. Derrière ses yeux se cache une détermination presque obsessionnelle. Alors que la plupart des enfants auraient cherché à reconstruire leur vie après un tel traumatisme, Cataleya ne pense qu'à une seule chose: retrouver les responsables de la mort de ses parents et les tuer. Très tôt, elle annonce clairement ses intentions à son oncle. Emilio tente de la convaincre d'abandonner cette idée. Il sait que la vengeance est un chemin dangereux qui détruit souvent ceux qui l'empruntent. Mais il comprend rapidement que rien ne pourra détourner Cataleya de son objectif. Les années passent. Cataleya grandit et se transforme progressivement en une femme exceptionnelle. Sous la supervision de son oncle, elle apprend le maniement des armes, les techniques de combat, l'infiltration, la surveillance et toutes les compétences nécessaires pour survivre dans un monde criminel impitoyable. Chaque entraînement, chaque exercice et chaque mission contribuent à faire d'elle une redoutable professionnelle. Contrairement à beaucoup d'autres tueurs à gages, Cataleya n'est pas motivée par l'argent ou le pouvoir. Tout ce qu'elle fait est lié à la promesse qu'elle s'est faite lorsqu'elle était enfant. Venger sa famille. Une fois adulte, Cataleya devient une tueuse à gages extrêmement efficace. Officiellement, elle travaille pour son oncle en éliminant diverses cibles du monde criminel. Officieusement, chacune de ses missions poursuit un objectif caché. Après chaque assassinat, elle laisse derrière elle un symbole particulier, une orchidée dessinée près de la victime. Cette fleur possède une signification profonde. Le prénom Cataleya lui-même est inspiré d'une variété d'orchidées colombiennes. En laissant cette signature, elle envoie un message clair aux hommes responsables de la mort de ses parents. Elle veut qu'ils sachent qu'elle est toujours vivante et qu'elle approche lentement de sa vengeance. Pendant ce temps, les autorités américaines commencent à remarquer ce mystérieux tueur en série qui semble cibler certains criminels tout en laissant toujours la même signature. Les enquêteurs du Federal Bureau of Investigation peinent à comprendre les motivations de cette personne insaisissable. Plus les années passent, plus la légende de cette tueuse fantôme grandit. Pourtant, personne n'imagine que derrière ces assassinats méthodiques se cache une femme poursuivant une vengeance vieille de plusieurs décennies. Cataleya mène alors une double vie extrêmement complexe. D'un côté, elle est une professionnelle froide, précise et redoutable, capable d'éliminer ses cibles avec une efficacité impressionnante. De l'autre, elle tente parfois de vivre comme une personne normale. Elle entretient notamment une relation amoureuse avec Danny, un homme qui ignore totalement sa véritable identité. Avec lui, elle découvre brièvement ce que pourrait être une existence ordinaire. Cependant, même dans ces moments de bonheur apparent, son obsession demeure présente. Chaque sourire, chaque instant de paix est constamment assombri par le souvenir du meurtre de ses parents. Ce conflit intérieur constitue l'un des thèmes centraux du film. Cataleya désire parfois une vie normale, mais elle est incapable d'abandonner sa quête de vengeance. Le passé continue de contrôler son présent. Plus elle se rapproche de ses ennemis,
plus elle comprend que sa mission lui coûte une partie de son humanité. Pourtant, elle refuse de faire demi-tour. Au fil de ses recherches, Cataleya découvre finalement des informations cruciales concernant Don Luis, le puissant chef criminel qui avait ordonné l'assassinat de ses parents des années auparavant. Don Luis vit désormais sous protection et entretient toujours des relations avec des organisations criminelles influentes. L'atteindre semble presque impossible. Mais pour Cataleya, impossible n'est qu'un obstacle temporaire. Chaque nouvelle piste la rapproche de son objectif final. Cependant, elle attire également l'attention de personnes extrêmement dangereuses. Plus elle élimine d'associés de Don Luis, plus celui-ci réalise qu'une menace invisible se rapproche. Une guerre silencieuse commence alors entre la jeune femme et l'organisation criminelle responsable de son passé. Cette première partie de l'histoire pose les bases d'un récit de vengeance intense où chaque décision rapproche Cataleya de son destin. Elle n'est plus la petite fille terrifiée qui fuyait dans les rues de Bogota. Elle est devenue une arme vivante, façonnée par la douleur, la discipline et une volonté inébranlable. Alors que les années passent, Cataleya Restrepo devient l'une des tueuses à gages les plus redoutées du milieu criminel. Son nom n'apparaît dans aucun dossier officiel, aucune photographie récente ne permet de l'identifier clairement et très peu de personnes connaissent son véritable visage. Cette invisibilité constitue sa plus grande arme. Chaque mission qu'elle accomplit renforce sa réputation dans l'ombre, mais derrière cette façade professionnelle se cache toujours la même petite fille traumatisée qui a vu ses parents mourir sous ses yeux à Bogota. Malgré les nombreuses années écoulées, le souvenir de cette journée reste aussi vivant que s'il s'était produit la veille. Chaque matin, lorsqu'elle ouvre les yeux, sa mission demeure la même. Retrouver Don Luis et lui faire payer le prix de ses crimes. Au fil de ses opérations, Cataleya commence à éliminer méthodiquement plusieurs individus liés à l'ancien cartel colombien responsable du meurtre de sa famille. Ces assassinats ne sont jamais choisis au hasard. Chaque cible représente une pièce du puzzle qui doit la conduire jusqu'à l'homme qu'elle recherche depuis son enfance. Son intelligence stratégique impressionne même les criminels les plus expérimentés. Contrairement à d'autres tueurs qui privilégient la force brute, Cataleya prépare minutieusement chacune de ses missions. Elle étudie les habitudes de ses cibles, analyse les systèmes de sécurité, identifie les points faibles et élabore des plans complexes lui permettant de disparaître sans laisser de traces. Cette patience exceptionnelle fait d'elle une adversaire presque impossible à arrêter. Cependant, plus elle se rapproche de Don Luis, plus le danger augmente. Les hommes du cartel commencent à comprendre que les morts mystérieuses qui frappent leurs anciens associés ne sont pas de simples coïncidences. Une menace invisible semble les traquer un par un. La présence répétée du symbole de l'orchidée devient un sujet de peur et de paranoïa parmi eux. Certains considèrent cette signature comme une sorte de malédiction annonçant une mort certaine. D'autres pensent qu'il s'agit d'un message personnel adressé à quelqu'un de très précis. Peu à peu, Don Luis lui-même prend conscience que quelqu'un est en train de détruire son réseau. Pendant ce temps, les autorités américaines intensifient également leurs recherches. Les enquêteurs du FBI remarquent que plusieurs criminels liés à des organisations internationales meurent dans des circonstances similaires. Bien que les preuves soient limitées, ils comprennent qu'une seule personne semble être responsable de ces exécutions extrêmement sophistiquées. Cette mystérieuse tueuse devient alors une priorité pour certains agents fédéraux. Parmi eux se trouve un enquêteur particulièrement déterminé qui refuse d'abandonner l'affaire malgré l'absence de pistes solides. Plus il avance dans son enquête, plus il découvre des indices menant vers Cataleya. Cette pression constante complique considérablement la vie de la jeune femme. Non seulement elle doit échapper aux criminels qui veulent la tuer, mais elle doit également éviter les autorités qui cherchent à l'arrêter. Chaque déplacement devient risqué. Chaque mission augmente les chances qu'une erreur révèle son identité. Pourtant, malgré cette situation extrêmement dangereuse, Cataleya continue d'avancer sans hésitation. Son obsession est devenue si profonde qu'elle ne peut plus imaginer une existence différente. Au même moment, sa relation avec Danny devient de plus en plus compliquée. Danny représente tout ce que Cataleya pourrait avoir si elle abandonnait sa quête de vengeance. Une vie normale, une relation stable, la possibilité de construire un avenir loin de la violence. Mais cette perspective reste hors de portée. Chaque fois qu'elle passe du temps avec lui, elle est forcée de mentir. Elle cache ses activités, ses blessures, ses absences inexpliquées et les dangers qui l'entourent. Danny sent progressivement que quelque chose ne va pas. Il comprend que la femme qu'il aime dissimule une partie importante de sa vie.
Pourtant, il ignore encore l'ampleur de la vérité. Cette double existence crée un conflit intérieur de plus en plus intense chez Cataleya. D'un côté, elle ressent parfois le désir sincère de tourner la page et de vivre normalement. De l'autre, elle sait qu'elle ne pourra jamais être en paix tant que Don Luis sera vivant. Cette contradiction la torture psychologiquement. Chaque moment de bonheur est accompagné d'un sentiment de culpabilité. Elle a l'impression de trahir la mémoire de ses parents lorsqu'elle s'autorise à être heureuse. Et la situation atteint un nouveau niveau de tension lorsque Don Luis découvre enfin l'identité de la personne qui le poursuit. Grâce à plusieurs informations recueillies par ces hommes, il comprend que la mystérieuse tueuse est en réalité la petite fille qui a survécu au massacre de Bogota des années auparavant. Cette révélation le choque profondément. Il croyait avoir éliminé toute la famille Restrepo. Apprendre que Cataleya a survécu et qu'elle est devenue une menace aussi redoutable bouleverse ses plans. Immédiatement, Don Luis décide de passer à l'offensive. Il envoie plusieurs tueurs professionnels pour éliminer Cataleya avant qu'elle ne puisse s'approcher davantage. Ces hommes sont expérimentés, lourdement armés et habitués aux missions dangereuses. Pourtant, ils sous-estiment gravement leur adversaire. Cataleya utilise toute son intelligence, son entraînement et sa connaissance du terrain pour leur échapper. Plusieurs affrontements particulièrement violents éclatent alors, démontrant à quel point elle est devenue une combattante exceptionnelle. Ces scènes montrent également une autre facette de son personnage. Malgré ses compétences impressionnantes, Cataleya n'est pas invincible. Elle est blessée, fatiguée et parfois proche de l'échec. Chaque victoire lui coûte de plus en plus cher. La pression physique et émotionnelle accumulée depuis des années commence à peser lourdement sur elle. Mais même dans les moments les plus difficiles, elle refuse d'abandonner. L'un des aspects les plus intéressants du film réside dans cette transformation progressive de la vengeance. Au départ, Cataleya voulait simplement tuer l'homme responsable de la mort de ses parents. Mais avec le temps, sa mission est devenue une partie essentielle de son identité. Elle ne sait plus vraiment qui elle serait sans cet objectif. Cette question devient centrale à mesure que l'histoire avance. Si elle réussit enfin à tuer Don Luis, que lui restera-t-il ensuite? Toute sa vie a été construite autour de cette quête. La victoire pourrait paradoxalement la laisser vide. Pendant que Cataleya poursuit sa traque, le FBI se rapproche dangereusement de la vérité. Les enquêteurs découvrent plusieurs liens entre certaines scènes de crime et des personnes associées à Emilio, l'oncle de Cataleya. Cette avancée menace directement sa couverture. Pour la première fois depuis longtemps, elle réalise qu'elle risque non seulement sa propre vie, mais aussi celle des rares personnes qu'elle aime encore. Cette menace devient encore plus grave lorsque les ennemis de Cataleya décident de s'en prendre à sa famille adoptive. Comprenant qu'ils ne parviennent pas à la capturer directement, ils choisissent de frapper les personnes proches d'elle. Cette décision déclenche une réaction immédiate. Pour Cataleya, attaquer sa famille revient à franchir une ligne impardonnable. Sa vengeance personnelle se transforme alors en guerre ouverte. À partir de ce moment, le conflit entre Cataleya et Don Luis atteint un point de non-retour. Les deux adversaires savent désormais que leur affrontement final approche. Chacun prépare ses ressources, rassemble ses alliés et se prépare à une confrontation qui déterminera l'issue de toute cette histoire commencée plusieurs décennies plus tôt dans les rues de Bogota. Pour Cataleya, ce n'est plus seulement une question de vengeance. C'est aussi une question de survie, de justice et de fidélité envers la mémoire de ses parents. Chaque pas qu'elle fait la rapproche de l'instant qu'elle attend depuis l'enfance. Mais plus cet instant approche, plus le prix à payer semble élevé. À ce stade de l'histoire, Cataleya Restrepo se trouve plus proche que jamais de l'objectif qui a guidé toute son existence. Depuis l'assassinat brutal de ses parents à Bogota lorsqu'elle n'était qu'une enfant, chaque jour de sa vie a été consacré à une seule mission. Retrouver Don Luis et lui faire payer ce qu'il a fait. Mais plus elle approche de sa cible, plus le danger devient immense. Don Luis n'est plus simplement un ancien chef de cartel. Avec les années, il a construit un réseau complexe de protection composé de criminels influents, de mercenaires expérimentés et de contacts capables de le cacher presque partout. Pourtant, malgré toutes ces précautions, il commence à comprendre qu'il ne pourra peut-être pas échapper éternellement à la jeune fille qu'il croyait avoir éliminée des années auparavant. Pendant ce temps, Cataleya ressent une pression psychologique de plus en plus forte. Toute sa vie a été construite autour de cette vengeance. Chaque entraînement, chaque mission et chaque risque pris depuis son arrivée aux États-Unis avait pour but de préparer ce moment précis.
Mais à mesure que la confrontation finale approche, elle commence à se poser des questions qu'elle avait longtemps refusé d'affronter. Que se passera-t-il lorsque Don Luis sera mort? Que restera-t-il de sa vie après avoir accompli l'objectif qui a défini son existence entière? Ces interrogations apparaissent brièvement dans son esprit, mais elle refuse encore de leur accorder trop d'importance. Pour elle, il est impossible de penser à l'avenir tant que le passé n'a pas été réglé. La situation devient soudainement beaucoup plus personnelle lorsque les hommes de Don Luis décident de s'en prendre directement à son entourage. Comprenant qu'ils ont peu de chances de la capturer lors d'un affrontement classique, ils choisissent de viser les rares personnes auxquelles elle tient encore. Cette décision marque un tournant majeur dans l'histoire. Jusqu'à présent, Cataleya était la chasseuse. Désormais, ses ennemis essaient de la transformer en proie. Son oncle Emilio, qui l'a élevée depuis son arrivée aux États-Unis, devient l'une des principales cibles. Depuis des années, Emilio savait que la quête de vengeance de sa nièce finirait par attirer des problèmes. Pourtant, malgré ses inquiétudes, il l'a toujours soutenue à sa manière. Il l'a formée, protégée et aidée lorsqu'elle en avait besoin. Même s'il désapprouvait parfois ses choix, il la considérait comme sa propre fille. Lorsque les hommes de Don Luis s'attaquent, la violence éclate brutalement. Les ennemis de Cataleya démontrent qu'ils sont prêts à tout pour éliminer la menace qu'elle représente. Plusieurs affrontements sanglants ont lieu, et les conséquences sont dramatiques. Ces événements rappellent à Cataleya une vérité douloureuse. La vengeance ne touche jamais uniquement la personne qui la poursuit. Elle finit presque toujours par mettre en danger tous ceux qui se trouvent à proximité. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressent un profond sentiment de culpabilité. Elle comprend que sa guerre personnelle a coûté très cher à ceux qui l'aimaient. Cependant, loin de la décourager, cette tragédie renforce encore davantage sa détermination. Désormais, il ne s'agit plus seulement de venger ses parents. Il s'agit également de protéger ce qui lui reste de famille et de mettre définitivement fin à cette menace. Cataleya entre alors dans la phase finale de sa mission. Toutes les informations qu'elle a accumulées au fil des années lui permettent enfin de localiser Don Luis. Après des décennies de fuite, celui-ci commence à manquer d'options. Son réseau s'effondre progressivement sous les coups portés par Cataleya. Plusieurs de ses hommes les plus fidèles sont morts, d'autres ont disparu ou l'ont abandonné par peur. Cette inversion des rôles est particulièrement intéressante. Pendant des années, Don Luis a vécu comme un prédateur puissant, habitué à contrôler les autres par la peur. Désormais, c'est lui qui vit dans la crainte constante. Chaque bruit inattendu, chaque visage inconnu et chaque mouvement suspect deviennent des sources d'angoisse. Il sait que quelque part, Cataleya continue de se rapprocher. Cette peur permanente commence à le consumer de l'intérieur. Lorsque Cataleya prépare l'opération finale, elle fait preuve de toute l'intelligence et de toute la discipline acquise au cours de sa vie. Contrairement à ce que certains pourraient attendre, elle ne fonce pas tête baissée vers son ennemi. Elle étudie soigneusement les lieux, analyse les systèmes de sécurité, observe les habitudes de ses gardes et élabore un plan extrêmement précis. Chaque détail est calculé. Elle sait que la moindre erreur pourrait lui coûter la vie. La séquence qui suit constitue l'un des moments les plus intenses du film. Cataleya s'infiltre discrètement dans le complexe où se cache Don Luis. Malgré les nombreuses mesures de sécurité mises en place pour le protéger, elle progresse méthodiquement vers sa cible. Les gardes qui croisent son chemin sont neutralisés avec une efficacité redoutable. Cette partie du film met en évidence à quel point elle est devenue une professionnelle exceptionnelle. Chaque mouvement est précis, chaque décision est réfléchie et chaque action semble le résultat de nombreuses années de préparation. Finalement, après tant d'années d'attente, Cataleya se retrouve face à l'homme responsable de toutes ses souffrances. Ce moment possède une importance émotionnelle immense. Depuis son enfance, elle a imaginé cette confrontation d'innombrables fois. Pourtant, lorsqu'elle se retrouve enfin devant Don Luis, la réalité est différente de ce qu'elle avait imaginé. L'homme qui lui faisait si peur lorsqu'elle était enfant apparaît désormais vieux, fatigué et terrifié. Le puissant criminel qui semblait autrefois intouchable n'est plus qu'un homme confronté aux conséquences de ses actes. Cette confrontation représente bien plus qu'un simple affrontement physique. Elle symbolise la fin d'un cycle commencé plusieurs décennies auparavant. Don Luis comprend rapidement qu'il ne pourra pas échapper à son destin. Toutes les ressources, toute l'influence et tout le pouvoir qu'il a accumulé sont devenus inutiles face à la détermination de Cataleya.
Lorsque celle-ci obtient enfin sa vengeance, le spectateur pourrait s'attendre à un sentiment de triomphe absolu. Pourtant, le film adopte une approche plus nuancée. Bien sûr, Cataleya accomplit ce qu'elle s'était juré de faire lorsqu'elle était enfant. Mais la victoire n'efface pas les années de douleur, les pertes subies ni les sacrifices consentis. La vengeance lui apporte une forme de justice, mais elle ne peut pas ramener les morts. Après la chute de Don Luis, l'histoire entre dans sa phase finale. Cataleya doit désormais faire face à une réalité nouvelle. Pour la première fois depuis l'enfance, elle n'a plus d'objectif unique guidant chacun de ses pas. Le vide laissé par cette mission accomplie devient alors une question centrale. Qui est-elle désormais? Une tueuse? Une survivante? Une femme libre? Le film ne donne pas toutes les réponses, laissant une part d'interprétation au spectateur. La relation avec Danny prend également une dimension particulière dans cette conclusion. Tout au long de l'histoire, Danny représentait la possibilité d'une vie différente. Une vie sans violence, sans fuite et sans obsession destructrice. Une fois sa vengeance accomplie, Cataleya peut enfin envisager cette possibilité. Cependant, les années passées dans l'ombre ont laissé des cicatrices profondes. Reconstruire une existence normale n'est pas aussi simple que d'éliminer un ennemi. La conclusion de Colombiana laisse donc une impression complexe. D'un côté, le récit offre la satisfaction de voir la protagoniste atteindre son objectif. De l'autre, il rappelle que certaines blessures ne disparaissent jamais complètement. La vengeance peut apporter un sentiment de justice, mais elle ne suffit pas toujours à guérir les traumatismes du passé. C'est précisément cette dimension émotionnelle qui distingue le film de nombreux autres thrillers d'action. Derrière les fusillades, les poursuites et les scènes spectaculaires se cache l'histoire tragique d'une enfant dont toute la vie a été façonnée par un acte de violence. Cataleya n'est pas simplement une tueuse extrêmement compétente. Elle est le résultat d'un traumatisme qui a transformé une petite fille en une arme vivante. Colombiana, 2011, n'est pas seulement un film d'action centré sur la vengeance. Dès ses premières minutes, le film installe une atmosphère lourde, presque étouffante, où chaque image semble porter le poids d'un destin déjà écrit. L'histoire ne commence pas avec une héroïne forte, mais avec une enfant, fragile, exposée à un monde brutal qui ne lui laisse aucun espace pour l'innocence. Le point de départ du récit est simple, mais émotionnellement destructeur. Une famille brisée par la violence du crime organisé. Cette violence n'est pas stylisée au début, elle est rapide, brutale, et surtout irréversible. C'est dans cet instant précis que le film installe sa base narrative, la perte comme origine de l'identité future. Cataleya, encore enfant, devient le témoin direct de la destruction de son monde. Et ce détail est fondamental, car elle ne se contente pas de perdre ses parents, elle voit, elle comprend, et elle survit. Cette survie change tout. Elle ne devient pas simplement une orpheline, elle devient une mémoire vivante de la violence. À partir de ce moment, le film bascule dans une logique différente. L'enfance n'est plus une phase de croissance normale, mais une transition forcée vers un état de survie permanente. Le traumatisme devient le moteur principal de son existence future. Ce n'est pas un choix, c'est une conséquence. Cataleya est ensuite entraînée dans un environnement totalement opposé à celui de son enfance. Elle est envoyée chez son oncle, Emilio, une figure liée au monde criminel, mais qui va paradoxalement jouer un rôle protecteur et formateur. Ce contraste est important. La violence ne disparaît pas, elle change simplement de forme. Chez Emilio, Cataleya apprend une vérité fondamentale du monde dans lequel elle évolue désormais. La survie ne dépend pas de l'émotion, mais de la discipline. Chaque geste, chaque décision, chaque apprentissage devient une brique dans la construction d'une identité future entièrement orientée vers un objectif unique. Ce qui distingue Colombiana de nombreux films de vengeance classiques, c'est la manière dont le film prend le temps de construire cette transformation. On ne voit pas immédiatement une tueuse expérimentée. On voit une évolution progressive, froide, méthodique, presque silencieuse. Cataleya ne parle pas beaucoup. Et ce silence n'est pas un manque d'écriture, mais un choix narratif. Le film utilise le silence comme un langage. Un langage qui exprime ce que les mots ne peuvent plus contenir après un traumatisme aussi profond.
Très tôt, elle développe une idée fixe, la justice personnelle. Mais cette justice n'a rien de légal ou de moral dans le sens traditionnel. Elle est construite sur une logique interne, simple et absolue. Ceux qui ont détruit sa famille doivent disparaître. Cette idée devient le centre gravitationnel de toute son existence. Chaque entraînement, chaque compétence acquise, chaque mission future est orientée vers ce point unique. Le film transforme ainsi son parcours en ligne droite psychologique, sans véritable détour émotionnel. En parallèle, le film introduit une autre dimension importante, la double identité. Cataleya n'existe pas seulement comme une future tueuse. Elle existe aussi comme une personne qui doit survivre dans une société normale, même si elle n'en fait plus vraiment partie. Cette dualité est essentielle pour comprendre la tension interne du personnage. D'un côté, elle doit fonctionner dans le monde visible. De l'autre, elle prépare une existence dans l'ombre. Deux réalités qui ne peuvent jamais complètement coexister sans conflit. Le film installe également une idée subtile mais constante. La transformation n'est pas instantanée, elle est cumulative. Chaque année, chaque expérience, chaque perte supplémentaire ajoute une couche de détachement émotionnel. Ce détachement n'est pas présenté comme une force héroïque immédiate, mais comme une conséquence dangereuse. Plus Cataleya avance dans son chemin, plus elle s'éloigne de toute possibilité de vie normale. Et le film laisse planer cette question sans jamais la résoudre complètement. Visuellement, cette première partie utilise aussi un contraste fort entre l'innocence perdue et la réalité brute du monde adulte. Les couleurs, les environnements et les transitions temporelles participent à cette idée d'un passage forcé de l'enfance vers une existence adulte prématurée. Ce qui est intéressant dans Colombiana, c'est que le film ne cherche pas à glorifier cette transformation et elle ne présente pas la vengeance comme un accomplissement positif, mais comme une trajectoire inévitable. Une trajectoire qui consume progressivement tout ce qui pourrait ressembler à une vie normale. Et c'est ici que la base émotionnelle du film est posée. Une enfant devenue symbole de mémoire et de vengeance, non pas par choix, mais par rupture totale avec son passé. Après la perte initiale et le choc émotionnel qui définit son enfance, Colombiana entre dans sa phase la plus structurée, celle de la transformation. Ce n'est plus seulement une histoire de traumatisme, mais une construction méthodique d'une identité entièrement tournée vers une seule finalité. Cataleya n'est plus simplement une enfant survivante. Elle devient un projet, un processus, une discipline. Et cette discipline est ce qui remplace progressivement toute forme d'émotion spontanée. Son apprentissage commence sous la direction de son oncle Emilio, mais très rapidement, le film élargit sa trajectoire. On comprend que sa formation ne repose pas uniquement sur la violence, mais sur la rigueur mentale. Elle apprend à contrôler ses réactions, à observer avant d'agir, et surtout à transformer ses émotions en outils plutôt qu'en faiblesse. Ce qui rend cette partie du film intéressante, c'est qu'elle ne montre pas une transformation magique ou instantanée. Il n'y a pas de basculement spectaculaire. Il y a une accumulation lente, presque silencieuse, où chaque compétence acquise devient une couche supplémentaire d'isolement. Cataleya apprend à se battre, à manipuler les situations, à survivre dans des environnements hostiles. Mais en parallèle, elle apprend aussi quelque chose de plus dangereux, l'effacement émotionnel. Le film suggère progressivement qu'en devenant efficace, elle perd aussi une partie de son humanité. Cette dualité est centrale. Plus elle devient compétente, plus elle devient distante. Et plus elle devient distante, plus son objectif devient clair, mais aussi plus son monde intérieur devient vide. Le film insiste beaucoup sur cette idée de routine et de répétition. L'entraînement n'est pas présenté comme un moment glorieux, mais comme un cycle constant. Chaque jour ressemble au précédent, chaque exercice renforce une logique simple. Survivre, contrôler, exécuter. À travers cette construction, Colombiana montre que la vengeance n'est pas un acte soudain, mais un état prolongé de préparation mentale. C'est une attente active, où le temps devient une arme autant qu'une contrainte. Avec les années, Cataleya développe une identité double.
D'un côté, elle peut exister dans le monde normal, adopter des comportements sociaux, interagir avec des structures civiles. De l'autre, elle possède une identité cachée, entièrement construite pour un seul but. Cette dualité crée une tension permanente. Elle n'appartient pleinement à aucun monde. Le monde civil la limite, le monde criminel la définit. Et entre les deux, elle évolue comme une présence invisible. Le film introduit aussi une idée importante, la maîtrise du contrôle. Cataleya ne réagit pas, elle anticipe. Elle ne subit pas les situations, elle les calcule. Cette logique fait d'elle une figure presque froide, mais cette froideur n'est pas naturelle, elle est construite. Chaque compétence acquise est liée à une absence. Absence de famille, absence de sécurité, absence de futur normal. Le film transforme donc la formation en un processus de substitution. Ce qui est perdu est remplacé par une efficacité extrême. Visuellement et narrativement, cette phase est marquée par une réduction progressive du monde émotionnel. Les scènes deviennent plus fonctionnelles, plus directes, moins centrées sur les relations humaines et plus sur les actions. Mais ce choix narratif sert un objectif précis. Montrer que Cataleya ne devient pas une héroïne classique, mais une entité orientée vers un seul axe de fonctionnement. En grandissant, elle comprend que son existence ne peut pas être divisée entre vengeance et vie normale. Elle doit choisir implicitement une direction, et tout indique que ce choix a déjà été fait depuis longtemps, même sans être verbalement exprimé. Le film construit ainsi une idée subtile mais puissante. La transformation n'est pas un événement, c'est une trajectoire irréversible. Et dans cette trajectoire, chaque étape éloigne un peu plus Cataleya de ce qu'elle aurait pu devenir si son passé avait été différent. Lorsque Cataleya atteint l'âge adulte, le film change subtilement de tonalité. Nous quittons progressivement l'enfance traumatique et la phase d'entraînement pour entrer dans une réalité plus froide, plus organisée, où elle n'est plus une élève mais une opératrice pleinement fonctionnelle dans un monde invisible. C'est ici que Colombiana bascule définitivement dans une structure de thriller d'assassinat urbain. Chicago devient un point central dans cette nouvelle phase de sa vie. Mais ce Chicago n'est pas simplement une ville. Dans le film, c'est un espace à deux couches. La surface visible, ordinaire, quotidienne, et en dessous, un réseau invisible de connexions criminelles, de menaces et de transactions secrètes. Cataleya évolue uniquement dans cette seconde couche. Elle n'a plus de véritable identité sociale stable. Son existence officielle n'est qu'un masque temporaire, une interface minimale lui permettant de se déplacer dans le monde sans attirer l'attention. Mais sa véritable vie se déroule ailleurs, dans des espaces contrôlés, discrets, presque chirurgicaux. Le film insiste fortement sur cette idée de disparition volontaire. Cataleya n'est pas une criminelle visible. Elle est une absence dans les systèmes. Une anomalie difficile à détecter. Chaque mouvement qu'elle effectue est calculé pour réduire toute trace, toute empreinte, toute possibilité de reconstruction de son identité réelle. Cette invisibilité n'est pas seulement tactique, elle devient existentielle. Plus elle réussit à disparaître, plus elle s'éloigne de toute forme de relation humaine normale. Elle ne construit pas une vie parallèle, elle remplace complètement une vie par une fonction. Dans cette phase, le film introduit aussi la notion de travail. Mais ce travail n'a rien de professionnel au sens classique. Il s'agit d'opérations ciblées, précises, où chaque action est exécutée avec une discipline presque mécanique. Cataleya ne tue pas dans le chaos. Elle exécute des séquences parfaitement maîtrisées. Ce qui distingue cette partie du film, c'est la froideur du processus. Il n'y a pas de colère visible. Il n'y a pas de doute apparent. Il y a une logique interne stricte, où chaque cible est une étape vers un objectif plus large. La vengeance n'est plus une émotion, elle devient une structure organisationnelle. Mais derrière cette efficacité, le film laisse apparaître une tension silencieuse. Cataleya vit dans un état de suspension émotionnelle permanente. Elle n'est ni complètement détachée, ni complètement engagée dans une vie humaine normale. Elle existe dans un entre-deux constant.
Cette dualité se reflète aussi dans sa manière d'interagir avec le monde extérieur. Lorsqu'elle doit entrer en contact avec des individus non liés à son objectif, elle adopte une posture minimale, presque fonctionnelle. Chaque interaction est réduite à son utilité immédiate. Le film montre ainsi une transformation importante. Elle ne fait plus confiance aux relations humaines comme espace de construction personnelle. Les relations deviennent des outils, pas des liens. Cependant, ce monde de contrôle absolu commence progressivement à montrer ses limites. Car plus elle contrôle son environnement, plus elle doit aussi contrôler ses propres émotions, et cette discipline constante crée une pression interne invisible mais permanente. Chicago devient donc plus qu'un décor. C'est un champ de tension entre deux forces, le besoin de rester invisible et la nécessité de se rapprocher de sa cible finale. Chaque jour dans cette ville est une préparation silencieuse, une accumulation d'informations, une cartographie mentale d'un système qu'elle doit un jour détruire. Le film utilise aussi cette phase pour renforcer la notion de distance temporelle. La vengeance n'est pas immédiate. Elle est retardée, calculée, repoussée jusqu'à ce que toutes les conditions soient réunies. Ce retard crée une intensité particulière, car le spectateur comprend que rien n'est improvisé. Dans cette logique, Cataleya devient une figure presque algorithmique. Elle observe, elle collecte, elle attend. Mais contrairement à une machine, elle porte encore en elle les traces de son passé, même si elles ne sont jamais exprimées directement. C'est précisément cette tension entre humanité résiduelle et discipline absolue qui rend le personnage intéressant. Elle n'est pas totalement vidée d'émotions, mais elle les a enfermées dans une structure contrôlée. Et dans ce monde de l'ombre, cette structure est la seule chose qui la maintient fonctionnelle. À ce stade du récit, Colombiana cesse progressivement d'être une simple histoire personnelle pour devenir une opération systématique. Cataleya n'agit plus dans un vide émotionnel isolé, mais dans un écosystème criminel beaucoup plus large, structuré et profondément interconnecté. Ce que le film commence à révéler, c'est que la mort de ses parents n'était pas un événement isolé, mais une pièce dans une chaîne de pouvoir beaucoup plus vaste. Chaque cible qu'elle poursuit n'est pas simplement une personne responsable dans un sens direct, mais un maillon dans une hiérarchie invisible. Et cette hiérarchie transforme sa quête en une sorte de cartographie progressive du crime organisé. Elle ne cherche plus seulement des individus, elle reconstruit un système. Dans cette phase, le film devient presque méthodique dans sa narration. Chaque action de Cataleya correspond à une étape logique. Rien n'est laissé au hasard, et cette absence de hasard donne au récit une tonalité presque clinique. Elle observe, elle analyse, elle planifie, puis elle exécute. Mais entre chaque étape, il y a surtout du temps, un temps silencieux, rempli de préparation mentale. Ce qui est important ici, c'est que la vengeance n'est plus une impulsion. Elle devient une structure cognitive. Cataleya ne réagit plus à son passé, elle l'organise. Chaque mouvement vers une cible est basé sur une logique de connexion, de hiérarchie et de traçabilité. Le film insiste également sur le fait que ce monde criminel n'est pas chaotique. Il est organisé, presque bureaucratique dans sa logique interne. Cela crée une opposition intéressante. D'un côté, Cataleya, solitaire, invisible, et de l'autre, des réseaux structurés, puissants, mais dépendants de leur propre complexité. Et dans cette opposition, elle devient une anomalie stratégique. Elle ne joue pas selon les règles du système, elle les contourne entièrement. Elle ne cherche pas à rivaliser avec lui, mais à le démanteler morceau par morceau. Chaque élimination devient donc une perturbation dans le réseau. Une rupture dans une chaîne d'information, de protection et de dépendance. Et c'est cette idée qui donne au film une dimension presque algorithmique, la vengeance comme déconstruction systémique. Mais derrière cette froide efficacité, le film laisse transparaître quelque chose de plus subtil, la pression interne de la continuité. Plus Cataleya avance, plus elle se rapproche du centre de ce système, et plus le risque augmente. Non seulement un risque physique, mais aussi un risque psychologique.
car chaque étape la rapproche aussi de ce moment initial qu'elle tente de dépasser sans jamais réellement l'abandonner. La mort de ses parents n'est pas seulement un point de départ, elle est un centre gravitationnel émotionnel qui continue d'attirer toutes ses décisions. Le film joue beaucoup sur cette idée de trajectoire irréversible. Cataleya ne peut pas simplement arrêter. Son identité est désormais définie par le mouvement vers la fin de cette mission. S'arrêter signifierait perdre une partie de son existence construite pendant des années. C'est ici que le récit devient plus tragique qu'il n'y paraît au premier regard. Ce n'est pas seulement une histoire de vengeance réussie ou échouée, c'est une histoire de dépendance identitaire à un objectif unique. Dans cette phase, Chicago et les autres environnements urbains ne sont plus seulement des espaces physiques. Ils deviennent des zones de convergence entre informations, cibles et décisions. Chaque lieu est un point dans une carte mentale plus large que Cataleya maintient constamment dans sa mémoire. Le film montre également que cette précision a un coût. Le contrôle constant, la planification permanente, l'absence de spontanéité crée une tension silencieuse. Il n'y a plus de place pour l'erreur, mais il n'y a plus non plus de place pour la détente. Et dans ce système, même le moindre imprévu devient potentiellement dangereux. Chaque interaction non planifiée peut représenter une rupture dans la couverture qu'elle a construite autour de sa vie. Mais malgré cela, Cataleya continue d'avancer avec une détermination qui semble presque mécanique. Non pas parce qu'elle est insensible, mais parce que toute alternative a été éliminée psychologiquement depuis longtemps. Le film suggère ainsi que la vengeance n'est pas un choix continu, mais une décision initiale qui continue de produire ses conséquences longtemps après avoir été prise. Et dans cette logique, chaque nouvelle action n'est pas un nouveau choix, mais une continuation logique d'un choix déjà fait dans le passé. À mesure que l'histoire progresse vers son point de convergence finale, Colombiana adopte une structure de plus en plus tendue, où chaque séquence semble fonctionner comme un mécanisme parfaitement aligné vers une seule direction, la confrontation finale. Le film cesse progressivement d'être une série d'événements isolés pour devenir une trajectoire unique, irréversible, où toutes les lignes narratives commencent à converger. Cataleya, dans cette phase, n'est plus simplement une exécutante dans l'ombre. Elle devient une force silencieuse qui perturbe un système entier. Chaque action qu'elle a menée auparavant commence à produire des effets en cascade. Les structures criminelles qu'elle a ciblées ne sont plus stables. Elle commence à montrer des fissures, des incohérences, des ruptures internes. Mais plus ces structures s'effondrent, plus le danger augmente. Car dans un système basé sur la violence et le contrôle, toute déstabilisation provoque une réaction encore plus brutale. Le film installe ici une logique de contrepoids. Plus elle avance vers sa cible principale, plus le système qu'elle attaque devient agressif, imprévisible et désespéré. Ce qui rend cette partie particulièrement intense, c'est la sensation constante d'étau qui se resserre autour de Cataleya. Elle n'est plus seulement celle qui chasse, elle devient aussi celle qui est progressivement traquée. L'illusion d'invisibilité commence à se fissurer. Les réseaux qu'elle a perturbés commencent à relier les points entre eux. Et dans ce processus, le film introduit une tension essentielle, la possibilité d'erreur. Jusqu'ici, Cataleya a toujours fonctionné avec une précision presque absolue. Mais à mesure que les enjeux augmentent, la marge de sécurité diminue. Chaque décision devient plus critique, chaque mouvement plus risqué. Ce basculement transforme complètement l'atmosphère du récit. On passe d'une logique de contrôle à une logique de survie. Même si Cataleya reste méthodique, le monde autour d'elle devient de plus en plus instable. Le film joue aussi sur un contraste intéressant. Plus elle se rapproche de la vérité complète sur la mort de sa famille, plus son monde personnel devient vide. Il n'y a plus de nouveaux objectifs, seulement une accumulation de proximité avec la fin. Et cette proximité n'apporte pas de soulagement, mais une pression supplémentaire. Dans cette phase, la structure narrative commence à ressembler à une spirale descendante contrôlée. Chaque action la rapproche du centre, mais ce centre n'est pas une libération, c'est un point de rupture.
Les figures restantes du réseau criminel comprennent progressivement qu'il ne s'agit plus d'incidents isolés, mais d'une attaque systématique. Cette prise de conscience déclenche une réaction en chaîne. Des protections sont activées, des alliances sont renforcées, et des mesures extrêmes sont mises en place pour tenter de neutraliser la menace invisible. Mais le film ne transforme jamais cela en guerre ouverte traditionnelle. Il conserve une approche fragmentée, presque chirurgicale. Cataleya ne se confronte pas directement à tout le système. Elle le démonte étape par étape, en ciblant ses points les plus vulnérables. C'est ici que le film souligne la différence entre force brute et intelligence stratégique. Les organisations criminelles réagissent avec puissance, mais Cataleya agit avec précision. Et dans ce déséquilibre, la précision devient plus dangereuse que la force. Cependant, cette efficacité a un coût psychologique implicite. Le film laisse comprendre que plus elle se rapproche de la fin, plus elle est enfermée dans son propre rôle. Il n'y a plus de retour possible vers une identité alternative. Le personnage est devenu entièrement défini par sa mission. Même les moments de silence deviennent lourds. Ils ne représentent plus des pauses, mais des espaces de tension accumulés. Chaque respiration semble faire partie d'un compte à rebours invisible. Et dans ce climat, la confrontation finale n'est plus une surprise narrative, mais une nécessité structurelle. Tout dans le film pousse vers ce point. Les actions passées, les conséquences accumulées, les réactions du système, et même l'évolution psychologique de Cataleya. Ce qui reste encore inconnu à ce stade, ce n'est pas si la confrontation va arriver, mais comment elle va se dérouler, et surtout ce qu'il restera après. Car Colombiana ne construit pas seulement une vengeance. Il construit une transformation complète, où la fin de la mission pourrait aussi signifier la fin de l'identité qu'il a portée pendant des années. À ce stade de l'histoire, Colombiana entre dans une zone narrative où le temps semble se contracter. Chaque événement paraît plus proche, plus dense, comme si le film lui-même compressait ses propres étapes pour accélérer la convergence vers un point final inévitable. Cataleya n'est plus dans une progression linéaire, elle est dans une proximité directe avec la source de tout son parcours. Le monde autour d'elle change subtilement de texture. Ce qui était autrefois fragmenté devient identifiable. Les connexions entre les différents niveaux du réseau criminel ne sont plus floues. Elles deviennent visibles, presque logiques. Le film donne progressivement au spectateur une carte mentale complète de ce système, comme si toutes les pièces du puzzle commençaient enfin à s'aligner. Mais cette clarté n'apporte pas de soulagement. Au contraire, elle intensifie la pression. Car plus la structure devient visible, plus sa destruction finale semble lourde de conséquences. Cataleya, dans cette phase, agit avec une précision encore plus froide. Mais cette froideur n'est plus seulement une stratégie, elle devient une nécessité. Le film suggère que l'émotion, même minimale, pourrait compromettre l'équilibre fragile de tout ce qu'elle a construit. Chaque décision doit être prise sans hésitation, sans surcharge mentale, sans distraction. Cependant, ce contrôle extrême commence aussi à révéler une limite invisible, l'usure interne. Même si le film ne la verbalise jamais directement, on sent que chaque nouvelle étape coûte quelque chose. Pas physiquement seulement, mais dans la continuité de son identité. Elle est devenue une structure entièrement orientée vers une seule finalité. Et plus cette finalité approche, plus cette structure devient tendue, presque instable. Le film joue beaucoup sur cette idée de dernier espace intermédiaire. Cataleya n'est pas encore arrivée au point final, mais elle n'est plus dans le processus initial non plus. Elle est dans une zone de transition où tout devient définitif. Chaque action prend une valeur finale, irréversible. Dans le même temps, les forces opposées se réorganisent. Le réseau criminel comprend maintenant qu'il ne s'agit pas d'une série d'incidents isolés, mais d'une offensive structurée. Cette prise de conscience transforme leurs réactions. Ils ne réagissent plus avec arrogance ou ignorance, mais avec une forme de panique organisée. Et cette panique change la dynamique globale.
Les systèmes de protection deviennent plus agressifs, les décisions plus rapides, mais aussi plus désespérées. Le film montre ainsi une montée parallèle des deux côtés. Cataleya gagne en proximité avec sa cible, tandis que le système gagne en intensité défensive. Mais contrairement à un conflit classique, ce déséquilibre n'est pas symétrique. Cataleya ne dépend pas de la structure du système pour agir. Elle est autonome, mobile, imprévisible. Et cette indépendance est ce qui rend la confrontation finale presque inévitable. Dans cette phase, le film réduit également les espaces de vie normales. Les moments qui pourraient rappeler une existence civile deviennent rares, presque symboliques. Tout est désormais orienté vers un seul axe narratif. La vie parallèle de Cataleya disparaît progressivement de l'écran narratif. Ce retrait progressif de la normalité crée une sensation étrange. Plus le film avance, plus il devient concentré. Comme si toute la structure du récit se rétractait vers un noyau unique. Et dans ce noyau, il n'y a plus de multiplicité d'objectifs. Il n'y a qu'une seule direction. Mais ce qui rend cette phase particulièrement importante, c'est que le film ne présente pas encore la fin. Il installe une attente prolongée, une tension suspendue, où le spectateur sait que tout est prêt, mais rien n'a encore été déclenché. C'est dans cette suspension que réside la force émotionnelle de cette partie. Car l'anticipation devient presque plus lourde que l'action elle-même. Chaque instant semble être le dernier avant quelque chose d'irréversible. Cataleya, elle, continue d'avancer dans cette logique sans rupture visible. Mais le film laisse comprendre que cette continuité n'est plus totalement naturelle. Elle est maintenue par une discipline intérieure extrême, presque automatique. Et dans ce silence narratif avant la tempête, le film atteint une forme de stabilité paradoxale. Tout est en place pour la fin, mais la fin n'a pas encore commencé. Lorsque le film atteint enfin son point de rupture, Colombiana abandonne toute sensation d'attente prolongée et entre dans une logique de résolution directe. Mais cette résolution n'est pas simplement un affrontement physique ou une conclusion narrative classique. C'est la matérialisation de tout ce qui a été construit depuis le début du récit. Cataleya arrive au centre du réseau qu'elle a démantelé pièce par pièce. Chaque action précédente n'était pas une victoire isolée, mais une étape vers ce moment précis. Le film rend alors visible la structure complète de sa trajectoire. Une ligne droite émotionnelle construite sur des années de préparation, de silence et de détermination. Mais au moment où la confrontation finale devient réelle, quelque chose change dans la perception même de sa mission. Ce qui était autrefois une force motrice claire, la vengeance, commence à se dissoudre dans sa propre réalisation. Le film ne présente pas ce moment comme une explosion spectaculaire immédiate. Il le construit comme une tension prolongée, presque silencieuse, où chaque seconde devient plus lourde que la précédente. Il n'y a plus de doute sur ce qui doit arriver, mais il y a une distance étrange entre l'objectif et la sensation de sa signification réelle. Lorsque Cataleya entre dans la phase finale de confrontation, elle n'est plus seulement face à des individus. Elle est face à l'ensemble de ce qu'elle a construit mentalement depuis son enfance. Le film transforme ce moment en un miroir inversé. Elle ne regarde plus uniquement ses ennemis, elle se regarde aussi à travers eux. Et c'est là que la dimension la plus importante du film apparaît enfin clairement. La vengeance, une fois accomplie, ne ramène rien. Elle ne reconstruit pas le passé, elle ne répare pas la perte initiale. Elle ne fait que fermer une boucle. La confrontation elle-même est brutale, rapide, mais extrêmement ciblée. Fidèle à tout ce que le film a construit, elle n'est pas chaotique. Elle est méthodique. Chaque action est exécutée avec une précision qui reflète des années de discipline, de calcul et de préparation. Mais au moment où les derniers obstacles sont éliminés, le film ne s'arrête pas sur une victoire triomphante. Il s'arrête sur un silence. Un silence lourd, presque vide. Car ce silence est le véritable point final du récit. Cataleya obtient ce qu'elle cherchait depuis le début, mais le film refuse de présenter cela comme une libération émotionnelle totale. Au contraire, il montre quelque chose de plus complexe,
l'absence de transformation immédiate après l'accomplissement d'un objectif qui a défini toute une vie. Ce que le film met en avant ici, c'est une vérité froide. Lorsque la raison d'exister est entièrement construite autour d'un seul but, atteindre ce but ne garantit pas une reconstruction de soi. Cela crée plutôt une absence. Et cette absence est ce que Cataleya doit maintenant affronter. Dans les derniers instants, le film revient subtilement à l'idée centrale de son identité. Elle n'a jamais été simplement une enfant, ni simplement une assassin. Elle était un mouvement continu entre deux états, toujours en transition, toujours en tension. Et maintenant que le mouvement touche à sa fin, il reste une question silencieuse. Que devient une vie lorsqu'elle n'a plus de direction unique? Le film ne donne pas de réponse simple. Il ne transforme pas Cataleya en symbole de rédemption parfaite, ni en figure tragique complètement détruite. Il la laisse dans un espace plus réaliste, plus ambigu, où l'avenir existe mais n'est plus défini par la vengeance. Ce choix narratif donne à Colombiana une conclusion plus humaine que spectaculaire. Car la vraie fin n'est pas la violence de la confrontation, mais le moment qui suit celui où le moteur principal de toute une existence disparaît. Et dans ce vide, le film laisse une impression durable. La vengeance peut fermer une histoire, mais elle ne garantit jamais ce qui vient après. Si tu veux, je peux maintenant te faire. Après la disparition du dernier point de résistance dans le réseau criminel, le film entre dans une zone totalement différente de narration. Ce n'est plus la tension, ni la chasse, ni même la confrontation. C'est l'après. Un espace que le récit n'avait jusqu'ici jamais vraiment exploré. Celui où la mission est terminée, mais où la vie ne s'est pas encore reconstruite. Cataleya se retrouve dans un monde qui, extérieurement, continue de fonctionner normalement. Les rues, les villes, les gens, tout suit son cours habituel. Mais pour elle, quelque chose a fondamentalement changé. Ce changement n'est pas visible de l'extérieur, mais il est total à l'intérieur. Pendant des années, chaque décision, chaque mouvement, chaque respiration était orientée vers un seul point final. Et maintenant que ce point est atteint, il n'y a plus de direction automatique. Le film ne montre pas un vide dramatique, mais un vide structurel comme si une architecture mentale entière venait de perdre son fondement. Ce qui devient évident dans cet épilogue, c'est que la vengeance n'était pas seulement un objectif. Elle était une structure de survie psychologique. Une manière de donner un sens continu à une existence fragmentée depuis l'enfance. Et maintenant que cette structure disparaît, Cataleya doit faire face à quelque chose de plus complexe que ses ennemis, l'absence de rôle défini. Le film ne la transforme pas immédiatement. Il ne propose pas une réinvention rapide, ni une réintégration facile dans une vie normale. Au contraire, il laisse le temps exister dans sa forme la plus simple et la plus silencieuse. Chaque instant semble plus long, comme si la narration elle-même hésitait à continuer. Dans ce silence, le spectateur comprend progressivement que la fin de la mission ne signifie pas automatiquement la fin du passé. Les souvenirs, les pertes, les années de préparation, tout cela ne disparaît pas avec l'accomplissement de la vengeance. Cela reste, mais sans objectif futur pour les organiser. Cataleya devient alors une figure suspendue. Ni complètement libérée, ni complètement enfermée dans son passé. Elle existe dans un espace intermédiaire où l'identité doit être redéfinie sans pression immédiate. Le film suggère aussi quelque chose de subtil mais important. Ce type de transformation ne peut pas être instantané. Il ne peut pas être résolu en une seule scène ou un seul moment émotionnel. C'est un processus lent, presque invisible, qui commence seulement après la fin officielle de l'histoire. Et dans ce choix narratif, Colombiana refuse une conclusion simpliste. Il ne présente pas la vengeance comme une solution totale. Il la présente comme une trajectoire qui se termine, mais qui laisse derrière elle une question ouverte. Ce qui reste, ce n'est pas une victoire éclatante. C'est une conscience silencieuse, celle que toute une vie peut être construite autour d'un seul objectif, et que cet objectif, une fois atteint, ne fournit pas automatiquement une nouvelle direction. Le film se termine ainsi dans une tonalité sobre,
presque minimaliste. Pas de grande explication finale, pas de fermeture émotionnelle excessive. Juste une continuité du monde, et une rupture interne chez un seul individu. Et dans cette rupture, Colombiana laisse son message le plus profond. La vengeance peut transformer une histoire, mais elle ne garantit jamais ce qui vient après l'histoire. L'histoire de Colombiana débute dans les rues dangereuses de Bogota en 1992. Au cœur de cette ville marquée par la violence des cartels et la corruption, vit une jeune fille nommée Cataleya Restrepo. Malgré son jeune âge, Cataleya possède déjà une personnalité forte, un esprit vif et une détermination inhabituelle. Elle vit avec ses parents qui tentent de mener une vie relativement normale malgré les menaces constantes qui les entourent. Son père, Fabio Restrepo, est impliqué dans des affaires criminelles liées à un puissant cartel, mais il commence à comprendre que son association avec des hommes dangereux met sa famille en péril. Lorsqu'il décide de couper les liens avec ses anciens partenaires criminels et de collaborer avec les autorités, il signe sans le savoir son arrêt de mort. Un jour, Fabio découvre que le cartel a appris sa trahison. Comprenant que le temps lui est compté, il rentre précipitamment chez lui pour prévenir sa famille. La peur est visible sur son visage. Il sait que les hommes qui viennent pour lui ne laisseront aucun témoin derrière eux. Malgré l'urgence de la situation, il reste concentré sur un seul objectif, sauver sa fille. Avant que les assassins n'arrivent, il remet à Cataleya une petite puce contenant des informations sensibles et lui donne des instructions précises pour rejoindre un membre de sa famille vivant aux États-Unis. Quelques instants plus tard, les tueurs pénètrent dans la maison. La scène qui suit est brutale et tragique. Les assassins exécutent froidement les parents de Cataleya sous ses yeux. Cachée puis poursuivie à travers les rues de Bogota, la jeune fille parvient miraculeusement à échapper à ceux qui veulent également la tuer. Cette séquence constitue l'un des moments les plus importants du film car elle forge définitivement la personnalité de Cataleya. À cet instant précis, l'enfance disparaît de sa vie. Le traumatisme, la douleur et le désir de vengeance deviennent les forces qui guideront chacune de ses décisions futures. Après une fuite spectaculaire à travers la ville, Cataleya réussit à atteindre l'ambassade américaine grâce aux informations laissées par son père. Elle finit par rejoindre les États-Unis où elle est accueillie par son oncle Emilio, installé à Chicago. Emilio mène une existence discrète mais cache en réalité des activités criminelles liées à la pègre locale. Lorsqu'il rencontre sa nièce pour la première fois après le drame, il découvre une enfant profondément marquée par la tragédie. Cependant, il remarque également quelque chose d'inquiétant. Derrière ses yeux se cache une détermination presque obsessionnelle. Alors que la plupart des enfants auraient cherché à reconstruire leur vie après un tel traumatisme, Cataleya ne pense qu'à une seule chose: retrouver les responsables de la mort de ses parents et les tuer. Très tôt, elle annonce clairement ses intentions à son oncle. Emilio tente de la convaincre d'abandonner cette idée. Il sait que la vengeance est un chemin dangereux qui détruit souvent ceux qui l'empruntent. Mais il comprend rapidement que rien ne pourra détourner Cataleya de son objectif. Les années passent. Cataleya grandit et se transforme progressivement en une femme exceptionnelle. Sous la supervision de son oncle, elle apprend le maniement des armes, les techniques de combat, l'infiltration, la surveillance et toutes les compétences nécessaires pour survivre dans un monde criminel impitoyable. Chaque entraînement, chaque exercice et chaque mission contribuent à faire d'elle une redoutable professionnelle. Contrairement à beaucoup d'autres tueurs à gages, Cataleya n'est pas motivée par l'argent ou le pouvoir. Tout ce qu'elle fait est lié à la promesse qu'elle s'est faite lorsqu'elle était enfant. Venger sa famille. Une fois adulte, Cataleya devient une tueuse à gages extrêmement efficace. Officiellement, elle travaille pour son oncle en éliminant diverses cibles du monde criminel. Officieusement, chacune de ses missions poursuit un objectif caché. Après chaque assassinat, elle laisse derrière elle un symbole particulier, une orchidée dessinée près de la victime. Cette fleur possède une signification profonde. Le prénom Cataleya lui-même est inspiré d'une variété d'orchidées colombiennes. En laissant cette signature,
Elle envoie un message clair aux hommes responsables de la mort de ses parents. Elle veut qu'ils sachent qu'elle est toujours vivante et qu'elle approche lentement de sa vengeance.